On va beaucoup parler Afrique avec notre invité, Thomas Dietrich. Bonsoir. Un drôle de zèbre, ce Thomas. Il n'a pas encore 28 ans, Oui, c'est ça. mais il a déjà eu le temps d'être, alors prenez votre souffle, diplômé de Sciences Po, cadre au ministère de la Santé, démissionnaire de ce ministère, auteur de 2 romans, activiste politique dans le Sahel où il s'est fait expulser du Tchad et du Niger, procureur de la France-Afrique et fichier S. Et ça m'amène à ma première question. Thomas, comment un écrivain et ancien fonctionnaire français devient un fichier S? Alors, je ne sais pas trop, puisque normalement, on n'est pas censé savoir quand on est fichier S. Et comment tu l'as su? Alors, mon passeport était plein, donc je suis allé le renouveler dans une mairie, et puis normalement, on le reçoit au bout de 3-4 semaines, des fois un peu plus quand on est en vacances. Et mon passeport n'arrive pas. Et je passe par un ami qui appelle la préfecture et on me dit je suis inscrit au fichier des personnes recherchées. Pourtant j'ai un casier judiciaire... Recherché? Fichier des personnes recherchées. J'ai un casier judiciaire complètement vierge. Donc je sollicite une amie journaliste qui appelle le cabinet du ministre de l'Intérieur et là on lui dit que je suis fichier S, ce qui justifie mon inscription au fichier des personnes recherchées. Sauf que depuis lors, j'ai demandé communication de ma fiche S à la Commission nationale informatique et liberté, mais l'administration s'y est opposée. Alors je ne sais pas officiellement pourquoi je suis fichier S. Je suppose que c'est en raison de mes engagements en Afrique et peut-être de mes prises de position en France-Afrique. Alors je vais faire un peu l'avocat du diable, fichier S. Alors est-ce que, d'une certaine manière, étant donné que l'Afrique est un territoire où il y a des opposants civils et armés, où il y a des rébellions, où il y a aussi des djihadistes, est-ce que, d'une manière ou d'une autre, tu n'es pas entrer en relation avec des gens qui sentaient le soufre au point où on te considère comme un de leurs agents? Absolument pas. Moi, je n'ai jamais porté mes convictions autrement que par ma plume. J'ai peut-être des relations avec certains opposants, notamment au Tchad, qui est un pays que j'affectionne tout particulièrement, qui est un peu mon second pays, mais j'ai toujours porté des convictions pacifiques. Je pense que ça doit être très clair. Moi, je suis fier d'être français. Profondément. Je fais mienne toutes les valeurs républicaines. Et c'est parce que je suis fier d'être français que je dénonce tout ce que j'ai vu pendant ces années passées en Afrique. Ça veut dire les dérives coupables de la politique française sur le continent. Ce qu'on appelle la France-Afrique, qu'on déclare, vous savez, à chaque élection présidentielle, on dit qu'elle est morte. Mais en fait, elle continue d'exister. Elle continue de soutenir les dictateurs. Elle continue de maintenir les bases militaires, le franc CFA, qui est une monnaie quand même coloniale, qui est honnie par les populations. Et tout ça au détriment du bien-être des peuples. Alors, comment tu es entré dans cette marmite africaine au point de devenir fichier S pour cela? Comment ça s'est passé? Bon, mon papa était médecin humanitaire au Togo, donc ma première expérience remonte à l'enfance. Et c'est vrai, j'ai travaillé en République centrafricaine, dans l'administration centrafricaine, j'avais à peine 20 ans. Et j'ai une relation forte avec le Tchad, au point, voilà, des liens personnels que j'y ai tissés. Et c'est vrai, j'ai un engagement depuis plus de 10 ans contre Idriss Déby, qui est le président du Tchad, le dictateur du Tchad depuis 1990 et qui est très soutenu par la France. Et comme tu l'as dit en introduction, j'ai été expulsé du Tchad en 2016. Donc moi j'ai vu des choses inacceptables, j'ai vu le déni de souveraineté qu'il y avait, les dictateurs qui opprimaient, qui étouffaient, qui affamaient leur population, et surtout cette France-là qui ne faisait rien pour que ça s'améliore, qui continuait à recevoir les dictateurs sur le perron de l'Élysée à leur donner l'accolade. Ça a été vrai avec Nicolas Sarkozy, c'est vrai avec François Hollande et c'est encore vrai avec Emmanuel Macron. Et ce discours, comme Emmanuel Macron l'a fait à Ouagadougou, ce discours empreint de paternalisme qui est héritier du discours, vous savez, de Jules Ferry qui disait on doit apporter les lumières civilisatrices à l'Afrique. Alors que non, l'Afrique n'a pas besoin, l'Afrique est forte, l'Afrique se développe, elle n'a pas besoin de l'Occident pour atteindre une certaine forme de développement. Alors, dans ton parcours, il y a quelque chose, un point particulier, c'est l'affaire de l'opposant Ibni Omar Mahamat Saleh. Ibni Omar Mahamat Saleh, un opposant tchadien qui a été tué à l'occasion d'un coup d'État raté. Il passait par là, etc. Et c'est quelque chose qui t'a marqué. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? C'est justement une affaire emblématique de la France-Afrique. Ibni Omar Mahamat Saleh était le leader de l'opposition pacifique au Tchad. C'était un professeur de mathématiques à l'université d'Orléans. Et le 3 février 2008, effectivement, il y a une attaque rebelle sur N'Djamena. Les rebelles sont aux portes du pouvoir. Ils sont repoussés, Idriss Déby les repousse avec l'aide de l'armée française. Et la garde présidentielle vient arrêter Ibni Omar Mahamat Saleh. Il est enlevé, conduit à la présidence, présenté à Idriss Déby en présence d'officiers français. Et puis, ça fait 10 ans qu'on n'a plus de nouvelles de lui. On suppose qu'il est décédé. Donc, c'est vraiment une affaire emblématique de la France-Afrique. Il y a une plainte qui a été déposée par ses enfants en France et aujourd'hui, elle n'a pas abouti. Est-ce volontairement? Ça fait 10 ans qu'on attend que toute la lumière soit faite sur le sort d'Ibni et la France ne fait rien.
dans ce sens-là. Alors, ça fait un peu penser à ce qui se passait dans les années 70 entre les États-Unis et les pays d'Amérique latine. À cette époque, en France, on parlait beaucoup de cette relation particulière nouant finalement une démocratie occidentale, les États-Unis, et des dictatures du tiers-monde, les régimes, les républiques bananières d'Amérique latine. Est-ce que tu considères que d'une certaine manière, en France, on devrait plus parler de ce lien particulier, peut-être pour protéger les expressions populaires qui se sentent un peu écrasées dans des pays comme le Tchad? Moi, je pense qu'on n'en parle effectivement pas assez. Le fait qu'on a accordé des indépendances dans les années 60 aux pays africains, aux colonies qui étaient sous protectorat français. Mais en réalité, c'était pas des indépendances, puisqu'on continuait à diriger les politiques intérieures des pays africains depuis l'Élysée. On parle notamment de Jacques Foccart, qui a été l'homme lige de Charles de Gaulle en Afrique. Mais ça a continué après, et ça ne s'est pas arrêté. Vous savez que quand il y a eu la passation de pouvoir entre Giscard d'Estaing et François Mitterrand, on a vidé les ministères de tous les dossiers parce que la gauche, les rouges arrivaient au pouvoir. Le seul dossier qui a été transmis de main à main parce qu'il fallait préserver les intérêts français sur le continent africain et des intérêts politiques et des intérêts économiques, c'est le dossier de la France-Afrique. Donc je pense que c'est particulièrement parlant de ce lien de domination, d'oppression qui continue à exister entre la France et ses anciennes colonies. Alors, il y a une particularité aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, c'est que l'Afrique est menacée par le péril djihadiste. Alors, d'une certaine manière, des revendications démocratiques, maintenant elles sont au second plan, vu que la menace réelle, directe, c'est l'invasion des grandes capitales africaines par des rebelles djihadistes. Est-ce que tu comprends ça, le fait qu'on ne puisse plus forcément mettre la question des droits de l'homme, des libertés au premier plan, ou finalement le déni de démocratie alimente aussi les djihadistes? Alors, il faut être très clair, le péril djihadiste existe et il doit être combattu avec la plus grande des forces. Mais qu'est-ce qui le crée, ce péril-là? C'est le sous-développement. Vous voyez les régions dans lesquelles les djihadistes recrutent majoritairement Boko Haram, le Front de soutien aux musulmans et à l'islam. C'est par exemple la Tchad, qui est une des régions les plus pauvres. C'est le nord du Cameroun, qui est complètement abandonné par le pouvoir central de Yaoundé. C'est le nord du Nigeria, qui est délaissé par le sud du Nigeria, très riche en pétrole. Donc, on réglera le problème djihadiste aussi par la question de développement et de bien-gouvernance. Et ce n'est pas en maintenant des dictateurs, que ce soit Idriss Déby ou Mamadou Issoufou, qui est en train d'en devenir un, ou Mohamed Abdelaziz en Mauritanie. Mamadou Issoufou, qui est issu du mouvement démocratique. Qui est issu du mouvement démocratique, mais aujourd'hui, du Niger, on peut constater qu'il enferme ses opposants et les membres de la société civile. Donc il y a un durcissement de ce régime nigérien qui est très inquiétant. Et je pense que c'est par le développement aussi qu'on combattra le terrorisme et pas seulement par une approche sécuritaire. Elle ne suffit pas. Et justement, les dictatures de la sous-région utilisent ce prétexte sécuritaire-là, l'amplifient pour justifier le fait qu'ils réduisent leur liberté publique et qu'ils maintiennent les populations sous l'été noir. Alors, on peut peut-être effectuer un parallèle, parce qu'ici aussi, d'une certaine manière, le péril djihadiste rogne sur nos libertés, comme tu en as été une sorte d'exemple, vu que tu es fiché S. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine préoccupation qu'on doit avoir sur le fait que la guerre contre cette hydre-là a pour conséquence de nous enlever nos libertés au nord comme au sud? C'est quelque chose de très vrai. Et je pense que la France est le pays des droits de l'homme. La France est la patrie où un jour, il y a un monsieur qui s'appelait Voltaire qui s'est levé dans l'affaire Calas et qui a dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour défendre votre droit à le dire. » Et effectivement, heureusement qu'il y a des fichiers S, heureusement que les services de renseignement font leur travail, préviennent des attentats, surveillent les gens qui sont des menaces pour nos concitoyens. Mais la fiche S, ou toute mesure de répression, ne doit pas être un instrument de répression politique à l'encontre de ceux qui ne font que penser différemment, que ceux qui poursuivent un idéal ou un rêve. Il n'y a pas que moi, il y a par exemple les gens qui viennent en aide aux migrants et qui parfois sont fichés S. C'est quelque chose de très grave. Donc je pense qu'il y a un travail qui doit être fait. Par exemple sous le contrôle de la délégation parlementaire du renseignement, pour définir dans ces fichiers-là qui est vraiment dangereux pour la sécurité de nos concitoyens et qui est fiché pour délit d'opinion et qui n'a rien à faire. C'est quelque chose de très très important et il faut continuer. Et moi je m'interroge sur une question. Qui doit être fiché S? Est-ce que ça doit être les pourfendeurs de la France-Afrique? Est-ce que ça doit être les gens qui aident les migrants? Ou est-ce que ça doit être les dictateurs qui viennent en Europe recevoir l'accolade d'Emmanuel Macron et qui affament, qui étouffent leur peuple et qui des fois les poussent sur les chemins de l'exil? Normalement, c'est Idriss Déby qui devrait être fiché S ou Ismaël Omar Guelleh ou Denis Sassou Nguesso, au fond.
C'est une grande question, effectivement, parce que j'ai aussi voulu que tu sois là, parce que certains hommes politiques en France disent qu'il faut expulser les fichiers S étrangers. Il était bon de montrer qu'on peut être fichier S sans avoir été soumis à une sorte de principe contradictoire, et que ça veut dire que des personnes peuvent être fichiers S arbitrairement et expulsées au cas où de telles mesures arriveraient arbitrairement. Surtout que c'est pas un jugement rendu par un tribunal, la fiche S. C'est une mesure unilatérale prise par un agent de renseignement dans un bureau qui a décidé, sur la base de renseignements qui sont pas forcément fiables, que cette personne était dangereuse. Donc ça peut pas être... C'est quelque chose de pas logique. On doit véritablement... le terrorisme ne doit pas être une justification pour réduire nos libertés publiques. Et on doit conserver notre modèle, on doit conserver ce qui a toujours fait la France depuis 1589, qui sont les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Merci Thomas. On n'a pas eu le temps de parler d'un autre sujet sur lequel tu t'es fait entendre, c'est le sujet de la santé publique, mais je pense qu'on reviendra dessus une autre fois. On aura l'occasion, j'espère. Merci. Alors, bientôt ce sera une page magazine.